Bonsoir et bienvenue pour cette table ronde consacrée à la fonction publique, ciment des valeurs de la République avec un point d'interrogation. Table ronde avec plusieurs intervenants qu'on va vous présenter dans un instant. Quelques mots de bienvenue déjà avec vous, Madame la Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Garonne. Je vous laisse la parole, Madame Jaïd Gomez. Je vous remercie. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui et de nous accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui nous tient particulièrement à cœur, on le verra tout à l'heure, la fonction publique. Alors, on a choisi cette année le thème « La fonction publique, le ciment de la République » avec un point d'interrogation. Moi, je n'en mettrai pas, mais bon, on va en discuter ensemble parce que pour moi, les valeurs de la République font partie du service public. Nous sommes là pour véhiculer justement les valeurs de la République. Je pense que on en parlera avec nos brillants intervenants, mais il me semble que de la petite enfance jusqu'à la fin de vie, ce service public apporte un service de qualité à l'ensemble de nos populations. On l'a vu pendant ces temps compliqués, on le voit encore aujourd'hui, l'importance de notre service public. Il faut se poser des questions, il faut certainement le moderniser, mais il n'empêche quand même que ces valeurs, elles sont portées par notre service public et il faut vraiment les porter encore et encore parce que j'en discutais tout à l'heure en aparté, ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, on a certainement pensé à un moment donné que c'était de l'acquis et on les a un peu laissés tomber. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut continuer à défendre ces valeurs pour offrir un service public de qualité à tous les habitants. Merci beaucoup. Je vais vous présenter nos intervenants et on va voir si à l'issue de cette première table ronde, on enlève le point d'interrogation. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Je vais vous présenter donc nos intervenants qui sont là et on les en remercie. Vous le disiez donc en première ligne pendant la crise du Covid, mais les autres crises aussi qu'on a vécues depuis. Donc cette fonction publique a su protéger les plus fragiles, les aider, maintenir surtout l'unité nationale. Aujourd'hui, elle est confrontée à différents enjeux. Alors ils sont sociétaux au sens large, économiques et environnementaux, contexte mondial aussi bouleversé qui évidemment apporte des questions et la fonction publique est là sans doute aussi pour y répondre. Alors comment ces agents du service public peuvent-ils rester finalement les garants du ciment de cette République? Comment poursuivre, affirmer toutes ces missions? On va le voir avec vous six, je vous en remercie. À ma droite, Émilien Ruiz, vous êtes professeur à sciences politiques, à Sciences Po. Vous êtes un historien de la fonction publique et avec vous, dans un instant, on va remettre un peu en perspective notre histoire commune à travers la fonction publique. Brigitte Ségard, bonjour. Vous êtes première vice-présidente des maires de France de Haute-Garonne, de l'AMF 31, la place de l'élu, ce pilier aussi de notre République, mais qui est aussi en lien direct avec la population et les acteurs, les fonctionnaires, la fonction publique en général. Également avec nous, et je la remercie, Sophie Trie, bonjour. Vous êtes vice-présidente du CDG 31 en charge des questions d'égalité. Là aussi, comment on garantit l'égalité, toutes les égalités au sein de la fonction publique. Christophe Beaufils, merci beaucoup d'être là. Vous êtes un ancien magistrat. Claude, pardon, excusez-moi, pourquoi j'ai dit Christophe alors que c'est marqué Claude. Et vous êtes le référent déontologue. Et on verra cette indication, comment on fixe un cap et comment on répond aux différentes questions qui sont posées au sein de la fonction publique. Pierre Juston, merci d'être là, doctorant en droit public à Toulouse. Et vous, c'est sur toutes les questions de laïcité, sujet vaste, ô combien d'actualité, on le verra avec vous. Et enfin, Mostafa Fourard, bonsoir. Vous êtes le recteur de l'Académie de Toulouse et on verra comment on fabrique. Alors, le mot fabriquer, je n'aime pas, mais comment on fait en sorte que notre jeunesse, la jeunesse au sens large, comprenne les enjeux qui se nouent autour de cette notion de fonction publique, de l'intérêt général avec ces valeurs de liberté, d'égalité et de laïcité. Émilien Ruiz, alors je me tourne vers vous. Service public, intérêt général et fonction publique, c'est le titre de votre, on va dire, propos que vous allez nous faire. Vous allez revenir sur la construction historique de ce principe de la fonction publique. D'où vient-il? Comment a-t-il été pensé par nos anciens finalement? C'est un peu la question. Oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'était dans l'idée d'une sorte de mise en perspective historique de notre discussion par la suite, de revenir sur l'idée qui est souvent répandue et dont il faudrait un peu se départir. C'est l'idée selon laquelle le lien entre service public et intérêt général serait naturel.
En fait, le lien entre service public et intérêt général n'est pas naturel, c'est une construction historique. Alors, Claire Lemercier, qui est une historienne, l'a bien montré dans un article sur la construction du modèle français de service public avant 14, dans un article de 2007 qu'on trouve très facilement en ligne. Elle l'explique tout le long du 19e siècle, quasiment jusqu'aux années 1880 et quasiment jusqu'à la guerre. Les services publics, c'est des concessions privées. C'est des concessions privées et surtout, servir le public, ça ne veut pas dire la même chose en fonction des périodes. C'est-à-dire que le public, ça peut être le roi, ça peut être l'État, ça peut être la construction du marché. Donc c'est un élément important à avoir en tête, c'est-à-dire que le service public, ce n'est pas par essence républicain. Et ça, l'avoir en tête, ça permet de mettre en perspective les remises en cause parfois justement de ces valeurs républicaines. En gros, on n'a pas toujours dispensé du service public à perte en se disant que l'égalité primait sur le reste, par exemple. Il faut aussi se départir d'une autre idée reçue, c'est qu'il y aurait eu une sorte, en France, d'âge d'or libéral au cours duquel l'État aurait été un simple État gendarme qui ne se serait occupé que du régalien, c'est-à-dire les finances, l'ordre, la police et l'armée, et la justice. En fait, les juristes de Grégoire Bigot, je pense particulièrement à Georges Bourdeau et à Grégoire Bigot, ils utilisent une expression, c'est une tradition libérale étatiste en France, pour expliquer que l'État est toujours intervenu dans un certain nombre de domaines qui sont hors du monde régalien. Mais il n'empêche que les interventions de l'État ont radicalement changé au tournant des 19e et 20e siècles. Et ce qui est apparu, justement, c'est l'idée qu'il fallait une gestion publique et une dispense publique des services publics. Et cette idée, elle s'affirme avec la doctrine sociale républicaine, avec l'avènement de la Troisième République et l'ensemble des lois sociales des années 1880. Alors pour moi, il y a deux exemples qui sont très parlants sur lesquels je voudrais revenir. C'est l'instruction publique et les chemins de fer. Alors ces deux cas très parlants et très d'actualité parce que aujourd'hui, les transformations récentes de la SNCF, largement liées à la préparation de la mise en concurrence, permettent de constater, en gros, une baisse de qualité du service, etc., qui conduit un certain nombre d'observateurs à se demander pourquoi c'est un service public et pourquoi on en a fait une entreprise publique. L'autre exemple, l'instruction publique, on voit aujourd'hui dans l'éducation nationale, on parle beaucoup de manque d'attractivité, etc., les conditions de travail, les questions de rémunération, qui font que, alors les discours sont très marginaux, malheureusement, malheureusement, je ne devrais pas dire malheureusement, je vais rester neutre, mais les discours, même s'ils sont très marginaux aujourd'hui, on entend sur des grandes chaînes de télévision d'information des appels à la privatisation de l'éducation nationale. Alors, l'idée, c'est de se dire pourquoi ces deux domaines sont devenus des services publics. Alors, la fonctionnalisation des instituteurs, d'abord. C'est-à-dire que l'éducation nationale, originairement l'instruction publique, n'est pas un domaine dans lequel l'État n'intervenait pas avant la République. Il n'empêche que, comme nous l'apprend l'historien Jean-François Chanet, un des grands spécialistes de l'histoire de l'éducation et de l'éducation nationale, l'instruction publique, c'est une des mythologies fondatrices de la République. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'au XIXe siècle, l'État intervient dans ce domaine-là. On a plusieurs lois, je vous en citerai que deux. La loi Guizot de 1833, c'est la loi qui impose aux communes d'entretenir une école primaire et qui impose aux départements d'avoir une école normale d'instituteurs. On a la loi Fallou de 1850, qui est une obligation une loi d'organisation de l'enseignement qui confirme ces obligations d'entretien des écoles et des écoles normales, mais qui par ailleurs inscrit dans le marbre à ce moment-là l'enseignement libre, et donc associatif, mais surtout religieux, mais qui surtout inscrit dans la loi la possibilité des ministres des cultes d'inspecter les écoles, y compris publiques, sur les dimensions religieuses et morales. Et donc, en fait, l'État, à ce moment-là, il agit comme une sorte, disons, de régulateur. Il oblige un certain nombre d'acteurs à avoir des actions, mais il ne dispense pas le service public d'éducation. Et ça change avec la Troisième République. Alors, les lois sont très connues. C'est les lois Ferry de 81-82, la gratuité de l'enseignement primaire public, son obligation jusqu'à 13 ans révolue. C'est surtout les lois Ferry de 81-82, l'abrogation des dispositions permettant aux ministres des cultes de visiter et d'inspecter les écoles publiques. Et surtout la loi Goblet de 1886 qui laïcise, qui oblige à la laïcité des personnels enseignants. Dans les écoles entretenues par les municipalités, à partir de 1886, on dit on ne peut plus faire appel à du personnel confessionnel. Alors pourquoi j'égrène tout ça ? Parce qu'en fait, l'État, s'il faisait qu'intervenir de façon indirecte jusque-là,
3 ans après la loi Goblet, l'État décide de prendre en quelque sorte ses responsabilités, puisqu'il a imposé aux mairies de ne plus recourir à du personnel religieux, donc il les oblige à rémunérer des instituteurs. Et donc, partant de là, il fonctionnarise les instituteurs, puisque les mairies qui faisaient appel à du personnel confessionnel ne le faisaient pas forcément par attachement à la religion du tout, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer des instituteurs. En 1889, la loi de finances, une loi sur les dépenses de l'instruction publique, décide que tous les instituteurs seront désormais des fonctionnaires. On a donc bien un choix politique. On a un choix politique républicain qui est de dire, si l'on veut que l'ensemble des élèves aient accès à l'école publique par des enseignants laïcs, eh bien l'État doit prendre ses responsabilités et donc on va payer plus cher puisqu'on décide de payer des agents. Et bien entendu, vous l'imaginez, moi je suis spécialiste de l'histoire du nombre des fonctionnaires, c'est un moment où radicalement on a tout d'un coup beaucoup de gens qui deviennent fonctionnaires. Et d'ailleurs, les anti-républicains ne s'y trompent pas, les conservateurs et les anti-républicains. Pour vous citer qu'un exemple, Georges Davenel, le vicomte Georges Davenel, écrit dans la Revue des Deux Mondes en 1888 un article sur le fonctionnarisme, donc le développement du trop grand nombre de fonctionnaires. Et en gros, il va taper sur un secteur en priorité, l'instruction publique, en expliquant que ça n'a aucun sens. Il dit quelque chose du type il est aussi idiot de dire que l'État doit l'instruction gratuite à tous les enfants que de dire qu'il devrait le potage à tous les estomacs. Donc en gros, il dénonce l'idée qu'on puisse avoir une égalité d'accès à l'enseignement primaire, tout simplement. Et ce que vise le vicomte Davenel, même s'il donne l'impression de dénoncer le nombre des fonctionnaires, ce qu'il vise, c'est la République. Ce qu'il vise, c'est les lois républicaines concernant l'instruction publique. Et d'ailleurs, c'est le deuxième domaine sur lequel je voudrais revenir, les chemins de fer, le rail. C'est aussi ce secteur-là sur lequel il décide d'insister, parce que c'est aussi emblématique d'un changement dans l'approche républicaine des services publics. Alors, je serai un petit peu moins long que sur l'instruction publique parce que c'est à peu près le même mécanisme. Disons juste que c'est l'intervention de l'État dans le domaine des infrastructures de transport est l'exemple idéal quasiment de cette tradition libérale étatiste de la France depuis l'Ancien Régime jusqu'au XIXe siècle, puisque dès le début du XIXe siècle, l'État intervient sur les infrastructures de communication. On crée un ministère des Travaux publics en 1831, justement parce qu'on veut intervenir et créer des infrastructures. Mais tout au long du XIXe siècle, ce sont des sociétés privées qui exploitent ces infrastructures. Quelque chose change en 1878. Encore une fois, c'est l'avènement de la Troisième République qui permet ce changement, puisque certaines compagnies font faillite au sud de la Loire, et on a un embryon de réseau d'État qui commence à être créé, mais ce sont des toutes petites lignes qui, si le privé ne veut plus les exploiter, elles disparaissent. Donc l'État les prend en charge. Et 30 ans plus tard, au début du XXe siècle, entre 1908 et 1909, est décidé le rachat d'une des plus grosses compagnies. C'est la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui était, par exemple, la compagnie qui est à l'origine de la création de la gare Saint-Lazare, de la gare Montparnasse. Elle exploitait de très, très nombreuses lignes en France. Et au début du XXe siècle, elle est en grosse difficulté financière, alors pour des questions de mauvaise gestion, d'après les spécialistes, mais aussi parce que l'État a imposé aux compagnies privées d'entretenir les petites lignes aussi et de, malgré leur manque de rentabilité, de les exploiter. Et bien là, encore une fois, l'État prend ses responsabilités, puisque s'il veut qu'il continue d'exister et qu'il y ait une sorte d'égalité des citoyens devant l'accès au train et au transport, eh bien, il décide de racheter la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Et donc, c'est le premier pas vers ce qui deviendra la SNCF sous le Front populaire, puisque la création de la SNCF date de 1937, suite à des rachats qui ont continué au fur et à mesure. Alors bien sûr, cette façon de racheter des compagnies privées en faillite, c'est le début de quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Alors c'est Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier ont écrit un livre récemment qui s'appelle « La valeur du service public », que je vous recommande vivement. Et ils le disent, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on éponge les pertes du privé, l'État prend à sa charge. Mais il n'empêche que c'est un choix politique qui est un choix de dire, même si on y perd, collectivement, on décide de prendre en charge. Et c'est le collectif qui n'est plus dans le sens de l'intérêt de l'État ou juste dans le sens des intérêts économiques, mais des intérêts de toutes et tous
au sens où l'existence d'un réseau de transport ferroviaire, par exemple, au début du XXe siècle, ne sert pas qu'à la population, ce n'est même pas qu'une mesure d'égalité sociale de la population, ça sert aussi les entreprises, parce que les entreprises ont besoin que leurs employés puissent se déplacer. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, mais le dirigeant de Legrand récemment est monté au créneau pour dire que la SNCF ne permet pas à ses salariés de circuler comme ils le voudraient. Alors c'est bien sûr que 2 exemples qu'on pourrait multiplier, je ne vais pas en donner plus, je voudrais juste quand même conclure sur une chose, c'est sur la rupture de la Première Guerre mondiale. Parce que l'enjeu politique et démocratique du développement des services publics est vraiment majeur au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est le moment de, Burdeau parle d'une explosion administrative. Pour le dire vite, en fait, on a eu dans les années 1880 jusqu'aux années 1900 des combats de républicains radicaux, souvent alliés aux socialistes, pour globalement défendre des lois sociales, des services publics, etc. Tandis que la droite de cette période-là est majoritairement conservatrice et anti-républicaine. Donc on a, pour le dire vite, quelque chose qui paraît presque naturel, la gauche pro-service public, la droite anti-service public. La Première Guerre mondiale change radicalement ça. La Première Guerre mondiale change ça parce que sortir de la Première Guerre mondiale, deux choses très importantes sont décidées. La première chose, c'est l'augmentation du barème de l'impôt sur le revenu. La chambre dite Bleu Horizon, qui est l'une des chambres les plus à droite qu'on ait connues, on appelle ça l'union du bloc national, décide d'augmenter les impôts. Et pourquoi elle le fait? Parce que le pouvoir politique pense à ce moment-là, le Parlement pense que l'État a une dette envers sa population, et pas uniquement envers les militaires, mais aussi envers les civils qui ont subi la guerre. Et il y a l'idée que, en gros, la nation doit aider l'ensemble de la population, et donc on met en place des pensions qui ne sont pas seulement des pensions militaires, mais aussi des pensions civiles. Et l'autre chose qui est décidée à ce moment-là, et ça fera aussi écho à l'actualité, c'est le début en fait d'une administration de la santé publique, puisque 1920, c'est le moment de la création du ministère de la Santé publique et de la population. C'est d'autant plus important de relever que ces décisions qui datent de 1919 et 1920 sont donc des décisions prises par des acteurs politiques qui, pendant les 30 années précédentes, avaient combattu le service public. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale, on entre dans une période d'acceptation quasiment unanime sur l'ensemble de l'échiquier politique parlementaire de l'idée selon laquelle il revient à l'État d'intervenir dans au moins 3 domaines qui ne sont pas régaliens: l'éducation nationale, le transport ferroviaire et la santé publique. Et en l'occurrence, la question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on regarde l'état des services publics de ces 3 secteurs-là et la façon dont les pouvoirs publics les soutiennent ou pas, eh bien, tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on se demande si on n'est pas au début de la fermeture de parenthèses. C'est-à-dire, finalement, est-ce que le XXe siècle n'aurait pas été une longue parenthèse dans l'unanimisme autour de la question des services publics? Et il me semble essentiel de rappeler donc cette construction historique politique républicaine, parce que finalement, quand aujourd'hui on appelle à privatiser l'éducation nationale, quand aujourd'hui on se demande pourquoi l'État et les régions devraient gérer le transport ferroviaire, et quand on ne se donne pas les moyens de réparer notre système hospitalier public, eh bien finalement, quand on fait semblant de ne parler que de lignes budgétaires, on fait comme si l'enjeu n'était pas politique, alors qu'il est fondamentalement politique. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus parler de politique quand on parle de ces enjeux? Merci beaucoup, Emilia Ruiz, pour cette mise en perspective avec les questions du débat qui sont clairement posées. Alors, le politique, Brigitte Ségard, je me tourne vers vous, première vice-présidente de l'AMF 31, la place de l'élu dans ce ciment de la fonction publique. Parce que vous êtes en première ligne, très concrètement, entre le citoyen et la fonction publique dans vos communes. Donc, comment est-ce que vous articulez toutes ces notions que vient de rappeler sur le devenir de ce ciment de la République et la fonction publique? Alors la commune, c'est peut-être l'endroit où justement le point d'interrogation va disparaître, si je peux me permettre. Vous avez évoqué la fonction publique d'État. Nous avons à gérer la fonction publique territoriale des collectivités locales. Et si l'on se met du côté des maires et des communes, la fonction publique, c'est effectivement le fonctionnement, la colonne vertébrale, l'architecture des services publics communaux ou intercommunaux, qui sont de plus en plus importants aujourd'hui et dont il ne faut pas négliger la place. Cela représente
en termes tout à fait triviaux, une masse salariale énorme, ce qui contraint du coup à des choix et à des arbitrages qui au fond rappellent ce que vous venez d'évoquer à d'autres époques de l'histoire. Mais ça représente aussi la mise en œuvre de la politique du maire élu, avec ses choix et avec un déroulement très important parce que certaines communes ont 800, 1000, parfois plus encore, employés, des services et des métiers extrêmement différents avec des coordinations souvent très complexes. Si l'on se met du côté des petites communes, puisque moi je suis maire d'une commune de 500 habitants, et n'oublions pas que la Haute-Garonne est un département très rural, la fonction publique, c'est vraiment le ciment du fonctionnement de la République. Parce que aujourd'hui, quand on a une secrétaire de mairie, c'est l'endroit où viennent les citoyens pour des demandes qui vont bien au-delà de simples actes administratifs. Et cette position-là, elle est majeure dans le fonctionnement parce que la mairie, le maire, la secrétaire de mairie apporte, ou le secrétaire de mairie, pardonnez-moi, apporte quelque part une forme de sécurité pour les citoyens parce qu'ils savent qu'au moins là, il y a quelqu'un à qui on va pouvoir parler, qui va vous écouter. Ils ne sont pas forcément assurés d'avoir une réponse, mais ça reste quand même un lieu de référence dans la commune et ça l'est aussi dans beaucoup de grandes villes. Du coup, le personnel est extrêmement important, d'abord dans sa formation, parce qu'il lui faut être toujours très clair et d'avoir des références très posées pour ne pas être victime non plus des pressions qu'il subit parfois de la part de son interlocuteur. Il est aussi un très bon formateur pour le maire, parce que le maire, quand il est dans les petites communes, il assure souvent la continuité des actes administratifs, parce qu'on ne peut pas faire autrement, puisque quand vous avez 200 habitants et une secrétaire ou un secrétaire de mairie, une demi-journée ou 2 demi-journées par semaine, eh bien, il faut assurer la continuité. Donc, cette association, ce lien est véritablement fondamental. Et je pense que vous comprendrez qu'on enlève le point d'interrogation parce que, effectivement, cette lecture du service public au sein des citoyens, elle est complètement intégrée, elle est très attendue et beaucoup de troubles, beaucoup de crises ou les lacunes dans les nombres de votes, l'abstention vient aussi du fait d'une impression de déprise, de retrait et quelque part une forme de désespérance à l'égard du retrait des services publics dans les zones les plus rurales. Et ça, c'est une alerte aussi. Et c'est vraiment là qu'il faut parler de politique. Je vous rejoins tout à fait. Donc, vous parlez de maillage, vous parlez de besoin de rapprocher finalement la fonction ou les fonctions publiques du citoyen. Comment vous expliquez ce paradoxe du coup que chaque citoyen voudrait avoir le service public en bas de chez lui et en même temps pas toujours prêt à faire les efforts nécessaires pour le conserver sur la durée avec des choix politiques? Je ne souhaite pas l'expliquer. Je voudrais au contraire que le service public soit maintenu et qu'en même temps, là, aujourd'hui, nous allons être confrontés assez rapidement à des choix, à des arbitrages financiers cruciaux. Déjà, on commence, alors je pense que le centre de gestion doit l'entendre, la question du niveau de recrutement des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'il faut avoir des personnes qualifiées, il faut qu'elles aient des diplômes, il faut qu'elles aient des compétences. Et en rabattre sur ce domaine signifie parfois employer des personnes qui ont une qualification qui ne correspond pas au poste. Et pourtant, ce sont des mauvaises économies à mon sens, mais c'est des économies que les communes ne peuvent pas s'en passer. Parce que voilà, les masses salariales sont devenues importantes, les budgets diminuent, les frais de fonctionnement augmentent. Et du coup, c'est vrai que les communes sont confrontées à la quadrature du cercle. Ça veut dire que le service public, vous l'évoquiez, attire les regards du secteur privé, c'est qu'il y a des enjeux économiques derrière, et donc tout ça n'est pas quantifié. Est-ce que le citoyen que vous côtoyez se rend compte de finalement ce qu'il investit sur lui-même et sur l'avenir à travers, je vais dire tout simplement, sa feuille d'impôt, tout simplement? Je pense que les citoyens sont conscients
de cette nécessité. Et en même temps, il mesure de plus en plus l'écart qui se creuse entre justement les besoins et l'offre, si Mmh. j'ose dire, hein, Mmh. même si ces termes à caractère capitaliste sont très réducteurs, hein, c'est beaucoup plus complexe que Oui. ça. Et en même temps, il y a quand même une attente vraiment très très forte et il ne faut surtout pas négliger cette attente des citoyens parce que je crois que là, on jouerait une carte vraiment très très néfaste pour la République. Alors, on va continuer de dérouler. Alors, vous parliez, de Brigitte Ségard, de la notion d'évolution et des carrières. Sophie Tri, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes vice-présidente du CDG 31 en charge des questions d'égalité. Alors, justement, ce rapport à l'égalité pour tous les agents de la fonction publique, en Haute-Garonne en particulier, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Mais déjà, pourquoi insister? Pourquoi vraiment baliser la question de l'égalité au sein de la fonction publique? Alors du coup, donc effectivement, donc moi je suis vice-présidente au sein du centre de gestion donc, de la fonction publique territoriale. Je suis en charge de la santé. Je suis aussi référente égalité. Donc il y a ma présidente ici. C'est vraiment ma présidente qui a insisté pour qu'il y ait une référente égalité, qui m'a proposé de l'être. Et donc je l'en remercie. Pour contextualiser un petit peu les choses, la fonction publique est le premier employeur de France, avec 60% d'agents qui sont des femmes. Donc la fonction publique a un réel devoir d'exemplarité au niveau de l'égalité professionnelle. Donc nous avons un réel devoir d'exemplarité. L'égalité, c'est le fondement même de la fonction publique. L'égalité est au sein de notre devise républicaine et au-delà, l'égalité, c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu collectif. Au sein du centre de gestion, notre présidente, donc Sabine Jaël-Gomez, a vraiment une ambition très très forte en matière d'égalité à travers diverses actions, diverses missions que je vais vous présenter après. Et ces constats et ces actions permettent du coup de poser les débats et d'améliorer sur le terrain l'égalité, que ce soit auprès des agents ou auprès des usagers. Donc on va peut-être passer... Alors, on a un petit document à vous montrer sur ces notions d'égalité, justement, là, que vous allez voir à l'instant et que vous allez nous commenter pour parler, en fait, de comment ça se passe au sein même du CDG sur ces questions d'égalité. Je ne sais pas si on peut voir le document. Je m'adresse à la régie pour avoir le retour. Voilà. On a 4 axes sur lesquels le CDG est très engagé pour l'égalité. On a un premier axe, donc c'est garantir l'égal accès à la fonction publique pour aller vers le recrutement en mode développement durable. Donc concrètement, quelles actions nous mettons en place? Nous mettons en place des actions au niveau des concours et du recrutement. Il faut savoir que le CDG conventionne avec le FIPH, donc le Fonds d'insertion pour l'égalité, pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc à ce titre-là, nous pouvons accompagner les employeurs territoriaux dans le recrutement des personnes en situation de handicap. Il faut également savoir que le centre de gestion conventionne également des partenariats avec les universités toulousaines pour informer justement les élèves, les étudiants des métiers et des carrières de la fonction publique. À savoir que par exemple, à la différence des hommes, une femme candidatera à un poste que si elle pense qu'elle correspond à 100%, voire à 99% aux qualités requises, contrairement aux hommes. Donc le centre de gestion, à ce titre-là, va justement directement auprès des étudiants pour déconstruire un petit peu tout ça, pour aider les femmes justement à s'impliquer, pour montrer qu'elles peuvent aussi s'engager dans la fonction publique. Donc ça, c'est vraiment une action qui est importante pour nous. Également, on réalise des missions d'assistance au recrutement auprès des collectivités territoriales qui peuvent nous solliciter pour des conseils en organisation, par exemple. Et à ce titre, nous conseillons toujours avec le prisme de l'égalité. Donc ça, c'est le premier axe. Donc, il y a un plafond de verre aussi quand on souhaite rentrer dans la fonction publique, si je comprends bien.
Alors, il y a un plafond de verre comme partout, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public, que nous levons. Il y a aussi un syndrome, pour aller plus loin, de l'imposteur auprès des femmes, que nous essayons de lever également. Donc, nous mettons plusieurs leviers d'action, justement, et notamment avec le CDG 31, pour essayer de pallier ces problématiques. On a également donc, un deuxième axe, alors qui va s'afficher. Voilà, donc c'est pour un management sain et durable des ressources humaines pour aller vers une démarche de qualité de vie au travail. Donc ça, concrètement, ça se concrétise, ça passe par la gestion des carrières des agents, donc avec l'égal traitement des agents au sein de la fonction publique, le respect et la promotion des règles statutaires, l'intégration de l'égalité dans les lignes directrices de gestion. Et également, le CDG produit des supports de communication à destination des collectivités territoriales, des employeurs, sur l'égalité. Tout cela, pourquoi ? Pour avoir une démarche de qualité de vie au travail via la santé. Il faut savoir que le CDG agit vraiment fortement sur la prévention des risques, notamment psychosociaux professionnels. On a un service santé, je salue d'ailleurs les agents qui travaillent vraiment activement avec des médecins, des infirmières, des consultants en prévention, des ergonomes qui travaillent sur le terrain pour prévenir les risques psychosociaux. Il faut savoir que les accidents du travail ont fortement augmenté au niveau des services de nettoyage et de restauration. Donc il y a un gros travail de prévention à faire pour justement faire en sorte de faire baisser ces accidents de travail. Et donc ça, c'est un sujet également sur lequel le CDG est impliqué. On a un troisième axe qui est... Pardon. Alors, du coup, pardon, je l'ai plus. Voilà, oui, promouvoir l'éthique et les valeurs de la fonction publique pour lutter contre les discriminations. Alors, concrètement, on a un référent déontologue au centre de gestion, à la personne de Claude Beaufils. Qu'on va entendre dans un instant. Voilà, donc je laisserai développer sur ça pour aller plus rapidement. On a également un dispositif laïcité alerte éthique. Voilà, donc je laisserai aussi Claude voilà, développer cela. Et on a mis en place récemment donc un dispositif signalement des violences et des discriminations. Donc il faut savoir que c'est encadré par la loi du 6 août 2019. Oui. Non, mais et donc, ce dispositif vise à permettre aux agents des collectivités qui seraient victimes ou témoins de discrimination, de violences sexistes ou sexuelles, d'agissements sexistes, de harcèlement moral ou sexuel, voilà, d'avoir donc dans un premier temps un pré-accueil au sein du centre de gestion. Donc, ce pré-accueil, il est assuré par un de nos agents. Qui a été formé via le CIDFF, donc le Centre d'information aux droits des femmes. Et ensuite, il y a une cellule composée donc, d'un magistrat en la personne de Claude Beaufils et d'un professeur, un éminent professeur de droit public. Et eux statuent sur la saisine, orientent l'agent, donc une orientation envers un avocat ou envers un expert, que ce soit un psychologue ou autre. Et il y a également un suivi de la saisine qui est assuré. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Donc notre dispositif signalement va bientôt avoir 1 an. Donc on n'a pas encore fait notre analyse bien profonde. On va la faire, on la présentera en conseil d'administration et elle sera publiée sur le site. Mais c'est à peu près 2 signalements mensuels que l'on a depuis le début. Ce qui quand même paraît assez conséquent que sur notre territoire, sur notre département de la Haute-Garonne. Donc on verra quand on aura objectivé un petit peu toutes ces données, ce que l'on peut mettre en place en plus. Et enfin, on a un 4e axe qui est partir de la réalité observée pour aller vers une GPEC tenable. Donc ça, concrètement, au sein du centre de gestion, donc on a un observatoire de l'emploi et des données sociales. Donc ça permet la production de données qui sont chiffrées. Je trouve que c'est très important d'avoir une analyse de données. Ça permet d'objectiver les choses, de pouvoir avoir un instrument au service notamment du progrès et de la prise de conscience pour après permettre la mise en place de mesures, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous, cet observatoire, pour permettre justement de développer une égalité dans l'emploi.
Alors, il faut savoir qu'il y a quand même certaines inégalités qui persistent encore, que ce soit dans la promotion, dans le recrutement, etc. Il faut savoir aussi que les femmes assurent majoritairement les emplois qui sont dans le social, dans la petite enfance, voilà, quand les hommes assurent plus les emplois dans les finances ou dans l'aménagement urbain. Donc, on a bien sûr encore ces biais. Par contre, le CDG accompagne les employeurs avec la mise en place du RIFSEP. Et le RIFSEP, donc, qui est le régime indemnitaire, permet justement d'objectiver ces données de rémunération, etc. Et de voir ce que l'on peut mettre en place pour progresser. Voilà, donc je vais faire assez rapidement, mais voilà les actions que l'on met en place au sein du centre de gestion. Question subsidiaire pour vous, ces notions d'égalité, en quoi sont-elles importantes pour continuer à promouvoir, en tous les cas, continuer à assurer la pérennité des fonctions publiques, enfin des agents du service public, qu'ils soient, on va dire, bien dans leur poste, qu'ils soient aussi représentatifs de ce qu'est la société? C'est ça l'idée? Oui, oui, elles sont. Enfin, l'objectif, déjà, alors c'est un objectif, mais c'est surtout des dispositions qui sont légales. Parce qu'on pourrait penser que finalement la fonction publique pourrait être le bon élève de toutes ces questions-là. Je vois Oui, que Rémi, on lève les yeux au ciel à ma droite, hein, voilà. Ou le rôle modèle, en tout cas, peut-être. Le but, effectivement, c'est de faire en sorte que les agents, si je peux permettre de m'exprimer ainsi, soient bien au travail pour qu'il y ait une réponse aux usagers et que le service public soit assuré, qu'il y ait un service public de qualité qui soit assuré. Et ça passe également par l'égalité. Voilà la question. Alors, on va revenir. Vous vouliez rajouter quelque chose? Allez-y. J'ajouterai 2 choses. D'abord, heureusement que le CDG existe parce qu'il nous aide énormément. En tant qu'élu, ouais. Vous avez vraiment une porte Surtout, d'entrée. nous sommes des élus qui n'avons pas de service où il n'y a pas de service RH adapté. Donc, c'est dans la mairie où vous êtes, le centre de gestion qui aide mais un nombre considérable de communes. Et je crois que pour aller dans votre sens, notamment par rapport au travail des femmes, en particulier dans la petite enfance, l'important, c'est de travailler à une professionnalisation, c'est-à-dire dire que ce sont des vrais professionnels, pas des femmes qui travaillent, parce qu'elles sont des femmes dans la petite enfance. Et ça, c'est un axe mais majeur qui va jusqu'à rétablir l'estime de soi et la confiance dans son activité professionnelle. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et vraiment, c'est un travail que le centre de gestion fait, je pense, fortement. Oui, avec on renvoie simplement déjà sur le site internet, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut effectivement, mais sur ces questions-là, évidemment, ce que vous dites est important, cette notion de ressources, d'information et de relais. Claude Beaufils, on vient de parler donc des fonctionnaires, de leur évolution de carrière, quelle qu'elle soit, mais ce n'est pas un agent. Le fonctionnaire n'est pas on va dire un agent, un salarié de l'État comme les autres, si je comprends bien. Et ce qu'il faut rappeler aussi, quelle est votre fonction et à quoi vous rapportez-vous sur les notions de déontologie? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre sur les notions d'égalité, de signalement éventuellement qu'il peut y avoir et donc l'instruction que vous en faites derrière. Mais quel est votre rôle exact? À quel moment êtes-vous saisi et comment intervenez-vous? Merci de me passer la parole et merci au Centre de gestion 31 d'avoir organisé cette réunion. Avant de répondre à votre question, je vais faire un petit peu un retour. Et comme on disait en 68, d'où tu parles, toi? Donc moi, je vais vous dire d'où je parle. Je suis tombé dans la fonction publique très petit. Fils de fonctionnaires de catégorie D. Il y avait des catégories D encore à l'époque. Mon capital culturel, pour parler comme Bourdieu, c'est l'éducation nationale qui me l'a donné. Si je n'avais pas eu un prof de collège qui, à un moment donné, me prenne par le bras, je ne serais pas sur ce plateau-là aujourd'hui. Donc mon attache et ma conviction forte sur le ciment républicain, elle est très forte, elle est fondamentale pour moi. Vous pouvez me questionner là-dessus. Il y en a, on peut rester jusqu'à minuit là-dessus. Sur la partie, je poursuis sur ma carrière, elle se décompose en 3. Je suis retraité aujourd'hui, en 3 tiers. Premier tiers, l'inspection du travail. Ça s'analyse aussi, certainement. Deuxième tiers, la fonction publique territoriale, je suis administrateur général. Et troisième tiers, la Cour des comptes. Magistrat financier en CRC, à Toulouse d'abord et à Montpellier ensuite. Donc tout naturellement, j'avais presque envie de dire, lorsque la loi de 2016 qui installe la déontologie ou qui
qui remet la déontologie au goût du jour, peut-être, on devrait le dire comme ça. Un décret de 2017 a invité les collectivités territoriales et les centres de gestion à regarder du côté des retraités, des magistrats retraités. Et donc, en tant que magistrat retraité, j'ai été sollicité par un centre de gestion, 2, 3, 4. Aujourd'hui, je travaille avec 8 centres de gestion de l'Occitanie. J'en suis à peu près à 600 avis déontologiques, donc je connais un peu la chose. Et ces centres de gestion ont eu la bonté, la gentillesse, je ne sais pas comment il faut le dire, de me confier non seulement la déontologie, mais également la laïcité et la protection des lanceurs d'alerte, ainsi que les signalements, comme le disait notre collègue en amont. La déontologie, puisque c'est la porte d'entrée, je dirais, la thématique très, très, très forte, eh bien moi je dis souvent, c'est le rappel aux valeurs. Rappel aux valeurs et aux principes, parce qu'il y a tout un débat, par exemple sur la laïcité, est-ce que c'est une valeur ou est-ce que c'est un principe? Ce n'est pas le débat ce soir, mais en tous les cas, je mettrai les deux, valeurs et principes. Moi, je m'occupe de rappeler ces valeurs et ces principes aux agents qui me sollicitent. Pas qu'aux agents, puisque la loi de 2016, c'était un droit pour tout agent de la fonction publique, des 3 fonctions publiques d'ailleurs, de consulter un déontologue qui lui donnera des conseils sur son cumul d'emploi, sur le risque de conflit d'intérêts, sur l'obéissance ou la désobéissance par rapport à la hiérarchie. Voilà, pour les agents. Mais il y a une loi de 2019 qui arrive. La loi de 2019 qui dit que l'employeur public, lui, il se disait l'employeur public, mais moi, mes agents, ils ont le droit d'interroger un déontologue, et moi, je n'ai pas le droit, et pourtant, c'est moi qui signe les papiers. Donc, groupe de pression, etc., etc. La loi 2019 est promulguée, et l'employeur public peut avoir aussi recours aux déontologues de la fonction publique et des centres de gestion en particulier pour ce qui nous concerne ce soir. Et puis, troisième élément qui, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait acté, c'est désormais le déontologue pour les élus. Le décret vient de sortir du 6 décembre 2022. Donc c'est vraiment très frais. C'est un débat sur lequel je veux bien aussi débattre, mais ça va être chaud. Je suis à peu près sûr. On en fera un deuxième épisode. Voilà, hein. qui correspondra, si vous voulez, à peu près aux mêmes choses, sauf que pour les élus, c'est plus les déclarations d'intérêt, etc., etc. Mais c'était une nécessité, si le législateur a jugé utile de faire cette loi, c'est qu'il y avait des besoins et c'était des choses qui remontaient aussi. Ça, en général, c'est un peu le cheminement qui se fait. Question ? Lorsqu'il y a une loi qui est promulguée, il y a une demande, c'est porté par les élus en tous les cas. Alors, est-ce que c'est un amendement? C'est dans la loi 3DS, tout le monde la connaît ici, qui a été peut-être votée à minuit, où il y avait plus grand monde dans l'Assemblée. Ça, c'est fort possible. En tous les cas, la loi 3DS intègre un déontologue pour les élus. Le décret vient de fixer les conditions de recrutement. Effectivement, il y a matière non pas à débat, mais à discussion. Comment ça veut dire quoi? Vous êtes là pour faire... alors, je provoque. La morale? Non, parce que la déontologie, c'est pas la morale. Ça peut. La déontologie, lorsque j'interviens auprès des étudiants, parce que j'interviens sur la déontologie auprès des étudiants à la fac de Montpellier, je leur dis que la déontologie, c'est un entonnoir dans lequel on met du droit, de la sociologie, de la philosophie, de la morale, de l'éthique, et on touille tout ça, effectivement, et on récupère de la déontologie. Donc la déontologie, c'est un peu tout cela. Pourquoi la déontologie est-elle si importante pour conserver ce ciment républicain à travers la fonction publique? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ça pour avoir confiance finalement, quelque part? On remonte à la source. Pourquoi la déontologie arrive en 2016? Parce qu'il y a eu les affaires Cahuzac, etc., peu de temps avant. Ça a commencé bien avant Cahuzac, mais en tous les cas, si on pouvait dater et nommer d'une croix, c'est effectivement à partir de ce moment-là que les gouvernements de l'époque prennent un certain nombre de mesures qui vont aboutir à la loi 2016. Donc c'est effectivement pour redonner toutes ces valeurs et faire que ce ciment soit une réalité. Ce ciment, c'est pas du béton brut. Enfin, ce ciment, il se compose de valeurs. Et il fallait remettre ces valeurs, puisque les autres avaient un ciment qui était peut-être un peu plus friable. Là, le nôtre, il est plus solide, puisqu'on y met, comme je vous ai dit, de la philosophie et de la déontologie. Est-ce que vous avez des exemples concrets on va dire de sujets sur lesquels il a fallu remettre quelque part de la déontologie dans une action, dans des décisions auxquelles étaient confrontés des agents ou des élus? En tous les cas, c'est plus récent, donc moins, mais en tous les cas des agents. Je ne vous parlerai pas des élus, puisque aujourd'hui, c'est tout neuf. Par contre, je vous parlerai des employeurs publics. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, après
2017, presque, allez, mettons 4 ans d'activité. Je vous dis, à peu près 600 avis. On peut décomposer les avis, les sollicitations en trois parties. Une première partie des agents de catégorie C. Au début, c'est les catégories C qui, petits salaires, qui ont besoin d'arrondir le fin de mois, donc qui font du cumul d'emploi, enfin qui sollicitent un cumul d'emploi, qui pour aller tondre le gazon à côté, défricher, etc., etc. Donc voilà, surtout des demandes relatives au cumul d'emploi. La deuxième partie, on a toujours ces cumuls d'emploi, mais on voit arriver les catégories A, les catégories B. Moi, catégorie A, je suis DGS, gérer du personnel maintenant, c'est très très compliqué. Je vais me recycler, je voudrais être avocat. Donc, est-ce que je peux être avocat dans le secteur où je travaille, etc. Donc, là, effectivement, question de déontologie un peu plus complexe. Vous avez aussi des agents, là aussi catégorie A, en particulier, dont l'épouse est chef d'entreprise et ils souhaitent prendre des parts sociales dans l'entreprise. Est-ce que je peux le faire? Comment je dois le faire, etc. Vous voyez, donc, des demandes un peu plus complexes. Et le dernier tiers aujourd'hui, qui est... Alors, encore avant de venir, là, je travaillais sur un dossier, c'est la prévention du conflit d'intérêts. Alors là, il y a une demande et une saturation sur le conflit d'intérêts de la part des agents et de la part des employeurs territoriaux quand ils vont nommer un fonctionnaire sur un poste. Donc, ils souhaitent que les 3 années précédentes soient revisitées, en particulier sur les postes à responsabilité, j'insiste bien. Et donc, on regarde sur le plan déontologique s'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts ou s'il ne risque pas d'avoir de conflit d'intérêts. Est-ce que sur toutes ces notions-là, vous êtes optimiste quant à la notion de déontologie de l'agent? Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça effraie? Est-ce que vous arrivez à aborder? Comment ça se passe concrètement? Alors moi, à titre personnel, j'ai aucun problème et j'aborde les questions, Non, je me doute. les questions avec les agents. Je reformule systématiquement, lorsque je suis saisi, je reformule systématiquement avec les agents les problématiques. J'ai l'avantage d'être retraité, donc personne ne peut m'ennuyer, pour rester poli. Donc ça me laisse une grande liberté. Et mes employeurs, qui sont présents ici, sont d'une neutralité et d'une impartialité totale. Donc vraiment, je suis à l'aise à la fois dans mes propos et dans mes orientations, je ne vais pas dire dans mes décisions, dans mes orientations. Donc, on discute avec les agents et effectivement, ça se passe plutôt bien à partir du moment où la confidentialité est actée entre lui ou entre elle et moi. Lorsque la confidentialité est actée, et je vais rebondir sur des propos de ma collègue tout à l'heure, on sent aujourd'hui que dans la fonction publique territoriale en particulier, c'est celle que je connais le mieux, il y a un besoin d'échange de paroles. Pourquoi? Parce que les DRH aujourd'hui, dans les structures organisées, ont autre chose à faire, sont dépassés par les trucs. Les organisations syndicales n'existent quasiment plus. Donc, ils recherchent un endroit où parler. Alors, il y a un truc nouveau qui vient d'arriver, c'est le déontologue. On n'avait pas encore essayé celui-là. Donc, on va voir. Et j'ai dit à la Gazette des communes dernièrement, lors d'un entretien, si je me laisse faire, je vais devenir le curé de la fonction publique territoriale. J'ai la confession absolument dans tous les domaines, que ce soit privé, personnel et professionnel. Vous remettez aussi du sens dans beaucoup de choses. Donc, on peut vous solliciter directement. Question très simple, bien sûr. facilement. Pour ce qui concerne le centre, ce qui nous intéresse ce soir, le oui. centre de gestion du 31, sur le site de ce centre qui est très bien fait, il y a un onglet déontologie sur lequel les agents ou les employeurs peuvent me saisir avec une fiche particulière. J'insiste sur le fait que j'ai une adresse courriel dédiée, confidentielle, et un numéro de téléphone dédié personnel également, enfin confidentiel, pardon, qui me permet effectivement d'avoir des contacts en toute confidentialité. Et c'est le fondement de ce bon rapport et de ces bons rapports. De ces bons rapports et de ce que ça peut engendrer derrière. En tous les cas, Claude Beaufils, merci beaucoup. Je donne la parole à Pierre Juston, puis après on viendra à vous, monsieur le recteur, sur la jeunesse, parce qu'elle est au centre aussi des préoccupations de toutes les personnes qui sont là. Pierre Juston, doctorant en droit public à Toulouse. Vous êtes, on va dire, le référent ou la spécialisée dans les questions de laïcité, déontologie, laïcité. On a fait tout d'un coup le rebond entre vous deux, mais la laïcité, aujourd'hui, c'est au cœur on va dire, des préoccupations qui secouent la fonction publique, d'une manière générale, comme jamais. Est-ce que je me trompe ou pas? Également les débats politiques, on voit une instrumentalisation également de la laïcité depuis un certain nombre d'années. Je me garderai bien de dire instrumentalisation plus d'un côté que de l'autre, mais il y en a de tous les côtés d'une certaine manière.
Bon, et c'est assez problématique quand on fait de la recherche d'ailleurs sur ce sujet-là, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais effectivement, il est normal que par ailleurs, ensuite, il y a des répercussions sur la fonction publique. En l'occurrence, j'interviens dans toutes les fonctions publiques d'État, notamment dans l'éducation nationale, mais également fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière, qui ont des problématiques bien différentes en ce qui concerne le principe de laïcité, mais des problématiques aussi qui sont assez récurrentes dans ces trois types de fonctions publiques. Sur quel, alors, quel est le degré de, on va dire, de préoccupation aujourd'hui? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que vous dites, là, il faut vraiment revenir aux fondamentaux, rappeler les règles, c'est nécessaire, aider les élus, rappeler ce que c'est que la laïcité, entre guillemets, à la française? Oui, alors là, il y a une difficulté effectivement de définition. C'est-à-dire, on revient avec les instrumentalisations diverses et variées qu'il y a pu y avoir pendant un certain nombre d'années et qui continuent aujourd'hui à une forme de réexplication, de pédagogie très très importante, mais en revenant vraiment à la source. Quand on fait de la formation pour les agents de la fonction publique et de la fonction publique territoriale, on est obligé. C'est un point qui me semble essentiel, mais je vais saisir la balle au bon tout à l'heure sur le principe valeur, parce que souvent, ça c'est un point qui revient très régulièrement dans la bouche des agents, et donc c'est peut-être un point que si j'en ai le temps de l'évoquer rapidement. Effectivement, la laïcité, c'est à la fois un principe et à la fois une valeur. Exclure l'un ou exclure l'autre, c'est ne rien comprendre à ce qu'est la laïcité. Pourquoi? Parce que, et ne rien comprendre de ce qui est le droit également. Le droit, c'est un outil, ça n'est pas un objectif en soi. Et le principe juridique de laïcité, à un instant T, comme on dit dans la doctrine en droit positif, c'est donc un principe juridique qui s'est figé, avec normalement une cohérence d'ensemble. Ce n'est pas toujours le cas, en tous les cas, il peut y avoir des discussions là-dessus, mais il provient bien de quelque part, il provient d'un discours politique, il provient d'un discours, et donc ça, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, donc je ne vais pas faire des développements historiques, mais sur la guerre des deux France notamment, et tous les développements qui ont été faits précédemment, mais il vient bien d'une valeur, à un moment donné, ou d'un ensemble de valeurs qui sont plus ou moins cohérents. Et donc, il y a toujours cette difficulté à faire le distinguo entre valeurs et principes, et d'autant plus pour l'agent public, quel qu'il soit, puisque non seulement il doit respecter dans son action le principe, il doit le mettre en œuvre, le principe de laïcité, dans toutes ses actions, lorsqu'il exerce une mission de service public, puisque depuis la loi confortant les principes de la République, même s'il y avait une jurisprudence ancienne, ce sont toutes les personnes qui exercent une mission de service public, outre leur statut d'agent, peu importe la catégorie d'ailleurs ou autre. Mais en plus, on lui demande de promouvoir les valeurs de la République et la laïcité. Donc, il y a toujours une difficulté à faire le distinguo entre les deux. Donc moi, ce que je dis souvent, il y a le principe de laïcité appliqué dans le droit positif, donc avec son interprétation ou ses interprétations jurisprudentielles. La difficulté, c'est que ça change parfois. Donc les formations laïcité, elles sont très importantes aussi pour s'actualiser sur ce point-là. Et ensuite, il y a également la promotion des valeurs de la République. Il faut savoir ce que ça veut dire, ce que ça induit, je vais y venir, et de la valeur à proprement parler de laïcité. Souvent, je le dis à mes étudiants de première année en droit, et c'est décisif, mais souvent, je vais utiliser la citation du doyen Duguy, qui disait « Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale », pour distinguer les personnes morales, et vous allez voir où je veux en venir. Une personne morale des personnes physiques. On ne déjeune pas avec l'Académie de Toulouse. Sans doute, il sera possible de déjeuner avec le recteur de l'Académie de Toulouse. Voilà, je prends que cet exemple-là, il y en aurait d'autres évidemment à faire. Mais pourquoi je parle de ça, et je le dis souvent en formation laïcité? Eh bien parce que justement, un agent du service public, il incarne le service public. C'est souvent ce qui est incompris d'ailleurs dans d'autres pays, qui ont d'autres cultures. Je pense aux pays anglo-saxons spécifiquement, où le brouillage entre le service public, ou le droit public d'ailleurs, et le droit privé, il est complet, où ça n'existe pas. On a d'ailleurs une summa divisio qu'on apprend à nos étudiants de première année en droit, entre ce qui est de l'ordre de droit public et de droit privé. Bien sûr, il y a de la porosité entre les deux, et à mesure qu'on avance dans le parcours juridique, on voit bien qu'il y a une porosité, et que la summa divisio, elle est assez artificielle, mais pas tant que ça. Et en réalité, aujourd'hui, il me semble qu'il y a un brouillage entre ces différents éléments. Donc c'est important de rappeler ça, et c'est important de rappeler que ça n'est pas une personne morale, fictive, qui va pouvoir assurer une mission de service public laïque, ou qui va pouvoir, en tous les cas, porter la question de la laïcité. C'est bien des personnes physiques qui vont devoir le faire quand elles sont dans le cadre de leur fonction. Parce que ça, il faut le rappeler aussi, la laïcité, c'est un principe de droit public, non pas un principe de droit privé. Parce que j'entends parler de laïcité dans l'entreprise souvent, j'interviens dans les entreprises aussi. Ce n'est pas de la question de la laïcité, c'est la question de la gestion du fait religieux en entreprise. Ce sont deux choses bien différentes. Il peut y avoir des normes de neutralité, mais ça n'est pas la même neutralité. La neutralité du service public, c'est les 3 lois de Roland, enfin c'est une des 3 lois de Roland, notamment du service public, auquel on est très attaché. Donc ce sont deux choses différentes aussi. Nous, le brouillage,
il est de plus en plus présent et je le regrette. Mais dans l'histoire des services publics et dans la conception du service public à la française, il n'y a pas de brouillage. Il y a le droit public d'un côté, l'intérêt général et la société civile de l'autre. Et les deux choses ne s'opposent pas, elles sont simplement différentes. C'est un peu comme principe et valeur. Ce sont deux choses qui ne s'opposent pas mais qui sont différentes. Et là où il y a parfois de la confusion, malheureusement, il y a une mauvaise application parfois du principe de laïcité sur le terrain. Est-ce que ces notions-là, qui sont complexes aujourd'hui pour les agents, dans les formations, dans tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on est effectivement opérationnel? Comment un agent peut-il venir se questionner? Bon, il y a sur la déontologie, oui, mais sur les questions de laïcité, où là on est en première ligne quand même avec les citoyens, comment fait-il, tout simplement? Alors, ce qui est très compliqué aussi pour les agents, c'est que déjà, tout dépend des services publics. Parce que vraiment, ça j'insiste dessus, les services publics, même les services au sein d'un même service public ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes lorsqu'on parle de problématiques liées à la laïcité. Parfois aussi, il y a une manière de dire, et c'est le cas un peu parfois dans l'éducation nationale, je voyais les atteintes à la laïcité, en tout cas, qui sont décrites comme des atteintes à la laïcité. Moi, mon interprétation, c'est qu'il y a un bon nombre de choses qui sont des véritables atteintes au principe de laïcité, surtout qu'il y a un principe de laïcité spécifique. Je pourrais revenir dessus dans l'éducation nationale, mais sans doute le recteur y reviendra. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup d'atteintes qui sont des atteintes qui ne concernent pas stricto sensu le principe de laïcité. Donc il y a souvent, en tout cas, je vois dans les services publics des gens qui viennent me voir, qui me disent qu'il y a des problématiques diverses et variées, problématiques d'ordre public, d'autres problématiques, qui me disent c'est une atteinte à la laïcité. Alors là aussi, il faut faire attention, à mon avis, avec ces termes-là, parce que souvent, ce pas des atteintes à proprement parler avec la laïcité. Donc je pense que les agents qui sont confrontés à ces problématiques-là, tout dépend du service. Et là où il y a une difficulté supplémentaire aujourd'hui, c'est que ce principe fait peur, parce qu'il est au cœur des débats, particulièrement dans certains services publics, et particulièrement quand il y a eu des drames, comme ça s'est passé dans l'éducation nationale avec Samuel Paty, où moi je le vois sur le terrain avec des enseignants, ou avec des inspecteurs d'académie, ou avec d'autres fonctions, même avec des agents de catégorie C du département qui sont dans les cantines. Il y a une frilosité très importante qu'on peut tout à fait comprendre, eu égard au contexte autour du principe de laïcité. Voilà. Et peut-être un point vraiment sur la laïcité spécifique à l'éducation nationale, ça me semble important de le rappeler. La République, puisqu'on parle du ciment de notre République, la République, elle s'est construite avec l'école de la République. J'étais très content de cette introduction historique, encore une fois, vraiment parce qu'elle remettait en place ces éléments-là. L'école de la République a construit la République, et la République a construit l'école de la République. C'est une sorte d'osmose entre les deux. Et la valeur, comme le principe de laïcité, est au milieu de tout ça. Et donc, c'est un ciment. Et alors, pour faire écho à ce qui a été dit en introduction tout à l'heure par la présidente, mais je pense que la laïcité, c'est le ciment précisément de la devise de la République. C'est-à-dire que je ne suis pas pour qu'on rajoute laïcité après liberté, égalité, fraternité, parce que précisément laïcité, c'est ce qui permet la liberté, à bien des égards, je serais trop long à développer, ce qui permet l'égalité, et ce qui permet d'une certaine manière, j'ose le croire, la fraternité entre les individus quand elle est bien comprise, quand elle est bien appliquée sur le terrain. Alors, vous venez de parler d'éducation nationale, donc je m'adresse maintenant à vous, monsieur le recteur de l'Académie de Toulouse, Mostafa Fourard. Là, sur la laïcité, hein, ça a été au cœur il y a eu ce sondage la semaine dernière, par exemple, lors de la journée de la laïcité, où on apprend que les enseignants, aujourd'hui, sont inquiets. En tous les cas, ils ont du mal, aujourd'hui, à aborder toutes ces questions, même en classe. Ils s'auto-censurent, hein, c'est une réalité, c'est une difficulté. Mais au-delà de ça, l'éducation nationale dans la fabrique du citoyen au sein de cette fonction publique. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont profondément, on va dire, conscients de cette notion d'être engagés dans l'éducation nationale, dans un service public de l'éducation? Est-ce que c'est quelque chose dont ils ont conscience selon vous, ou les enseignants qui sont dans les jeunes enseignants, les jeunes recrues, par exemple? Est-ce qu'ils en sont conscients? Je ne suis pas certain, mais ils sont engagés. Donc d'abord, le message le plus positif, c'est celui-là. Nos jeunes sont très engagés. Et on le voit à travers, par exemple, l'écologie. Ils sont très sensibles à ce qui se passe. On le voit à travers des actions humanitaires qui sont menées, des actions de sensibilisation qui sont menées contre le harcèlement. Il y a beaucoup de situations. Par contre, on le voit, la complexité de cette notion, je dirais, principe, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, effectivement, entre principe et valeur, mais de manière globale, nos personnels ne posent pas de problème par rapport à la laïcité. Je pense que ça, c'est acquis. Personne
n'est en difficulté dans l'application et le respect de la laïcité. En revanche, nos élèves, bien évidemment, ils sont en phase d'apprentissage. Et donc, ce que vous disiez, et c'est très juste, cet apprentissage, il ne se fait pas de manière abstraite, c'est par l'action quotidienne de tous les agents. Il n'y a pas que les enseignants qui sont impliqués, il y a tous les personnels, y compris d'ailleurs les personnels des collectivités qui travaillent dans les écoles, les collèges et les lycées, à travers des actions qui sont menées quotidiennement, à travers les projets qui sont portés par les établissements scolaires. Tout ça distille quand même des valeurs. Alors je dois rappeler quand même que l'éducation, dans son code, elle a deux missions principales. La première mission, c'est la transmission des savoirs, c'est l'apprentissage de compétences, c'est préparer le citoyen à acquérir des connaissances, des compétences qui lui permettent non seulement de s'insérer socialement, mais aussi économiquement. Et la deuxième exigence du Code de l'éducation, c'est contribuer à permettre aux élèves d'appréhender un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses qui leur permettent de vivre en société, et en particulier donc les valeurs de la République, bien sûr, et le principe de la laïcité. Comment nous gérons cette situation? D'abord, ce n'est pas un sujet juste d'actualité parce qu'on en parle par rapport à un contexte très particulier, la présence d'une certaine communauté, d'une religion qui prend de l'ampleur dans la société. C'est un débat qui était beaucoup plus vif en 1905. Oui, moi, Oui, le rappel historique qu'on a eu au début, effectivement. Exactement, mais c'est beaucoup plus violent. Là, c'était distillé de manière très, très sobre. C'était violent. C'était vraiment. Là, aujourd'hui, bien évidemment, on est confronté à une incompréhension de la part de certains jeunes, et c'est le devoir de l'éducation nationale que de les amener à comprendre quel est l'intérêt de la laïcité. Ça a été résumé. Effectivement, je ne connaissais pas cette compilation, je dirais, de la liberté, égalité, fraternité dans le terme de laïcité. Et effectivement, on retrouve. Alors, comment nous préparons nos personnels? C'est pas quelque chose qui est facile à expliquer. Et c'est pour cela que nous avons à l'Éducation nationale l'ambition de former tous nos agents sur 4 ans. C'est quand même une ambition très, très importante parce que pour l'Académie de Toulouse, ce sont 57 000 personnels à former en 4 ans. Et donc, nous avons 60 formateurs actuellement qui vont dans les écoles, les collèges et lycées. C'est une des rares formations où nous avons non seulement des professeurs, mais toute catégorie de personnel, une journée banalisée où ils ont vraiment un apprentissage sur l'histoire, des valeurs de la République, sur la laïcité et comment gérer toutes ces situations. Parce que effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de professeurs qui aujourd'hui se trouvent dans certains contextes dans une situation d'autocensure. L'éducation nationale le dit très clairement, il faut que les professeurs se sentent soutenus par l'éducation nationale dans l'exercice de leur mission et particulièrement quand il s'agit des valeurs de la République. Alors, on parle de ciment de la République, la fonction publique, ciment de la République, enfin, des valeurs républicaines. Aujourd'hui, comment l'école fait face à ce défi de préparer les citoyens de demain? Question subsidiaire, est-ce que la fonction publique aujourd'hui, on l'entendait, est, on va dire, challengée, en tous les cas, attire les convoitises. Il y en a qui voudraient privatiser tout ça. Comment on tient le socle? Comment on explique aux jeunes générations que l'éducation nationale est un des ciments de notre République? Alors d'abord, moi je suis très très réservé sur cet appel à privatiser. Je crois qu'il y a plus une crainte effectivement de tentative de privatisation que d'appel. Je ne sais pas d'où viendrait cet appel d'ailleurs. Mais cette crainte est motivée principalement par des changements que nous essayons d'opérer dans le fonctionnement de notre institution. Parce que dès qu'on sort d'un certain mode de fonctionnement, il y a un certain conservatisme, on crie tout de suite, attention, c'est la privatisation. Je peux donner quelques exemples.
Et d'ailleurs, il y a des indicateurs contraires à cette crainte qui peuvent rassurer, je l'espère. Si vous prenez l'éducation nationale, elle gère bien sûr l'éducation publique, mais elle gère également l'éducation privée. Je rappelle que les écoles privées, il y a deux types d'écoles, hors contrat et sous contrat. Sous contrat, ce sont des personnels de l'éducation nationale, ce sont des programmes de l'éducation nationale, c'est toujours un service public. Il ne faut pas l'oublier. Et les écoles hors contrat, plus que jamais, elles sont sous l'autorité du recteur. Il y a un renforcement du contrôle des écoles hors contrat. On a l'exemple d'ailleurs dans l'Académie de Toulouse de fermeture de 2 écoles hors contrat qui ne rentraient pas dans le cadre républicain. Et je rajouterais même l'instruction famille. Vous avez rappelé la loi récemment votée, elle est mise en application, elle cadre strictement l'instruction famille. C'est dire que c'est une valeur partagée socialement et c'est un objectif en soi de former des citoyens qui partagent un bagage culturel commun. Vous vouliez répondre sur la notion, Emilia Ruiz? Dans votre sens, j'ai vraiment précisé, c'est très marginal, mais c'est entendu. Alors pour répondre à votre question, c'est un économiste que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de publicité, qui est plus un éditorialiste qu'un économiste, qui récemment sur BFM TV a expliqué que le problème de l'éducation nationale, c'était le statut. En l'occurrence, il dit qu'il faut privatiser l'éducation nationale, mais qu'il faut supprimer le statut de la fonction publique. On n'en a pas beaucoup parlé, mais un des éléments centraux, à mon avis, aujourd'hui, de tous les débats qu'on a sur la nature du service public, sur la responsabilité des agents, la question de la résistance aux pressions, la question de la formation, de la capacité à répondre à des élèves ou à des usagers, etc., est liée très directement au statut. Et quand je parlais de parenthèse tout à l'heure, j'avais aussi en tête cette idée, parce qu'on a beaucoup parlé des fonctionnaires, mais les fonctionnaires sont amenés, le statut est encore dominant bien sûr aujourd'hui, mais tous les nouveaux recrutements, la très grande majorité des nouveaux recrutements dans les fonctions publiques sont contractuels. Et les contractuels ne bénéficient pas des mêmes protections que les fonctionnaires, mais ils n'ont pas non plus tout à fait les mêmes devoirs, ils ne sont pas même tenus aux mêmes devoirs que les fonctionnaires, et ça pose aussi beaucoup de questions de ce point de vue-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est très marginal, et en réalité, aujourd'hui, quand un discours comme celui-là sur la privatisation de l'éducation nationale est tenu, il est souvent reconnu comme tel. Mais il n'empêche qu'on commence à revoir ce type de propositions à des heures de grande écoute, circuler sur les réseaux sociaux, et le fait qu'un grand nombre de politiques nous expliquent qu'on a un problème d'attractivité, que ce problème d'attractivité est lié au carcan du statut, à mon avis, le ministre de la fonction publique l'a dit il y a encore quelques jours, qu'il allait falloir discuter de ce statut. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas d'enseignants. Je tenais quand même à rappeler que le problème des enseignants, c'est pas le statut, c'est peut-être un certain nombre d'autres choses dont vous parlez d'ailleurs, notamment en termes de conditions de travail. Alors, d'abord, le statut, ça englobe plusieurs choses, y compris la mission même des enseignants. Il y a le statut public ou pas, fonctionnaire ou pas, et puis qu'est-ce qu'on met dedans. C'est de ça dont le ministre a parlé, c'est-à-dire qu'en termes de rémunération, est-ce qu'il y a certaines missions qui pourraient être rémunérées en plus de ce que font nos enseignants. Mais le débat, il n'est pas par rapport à cela, il est plutôt par rapport à l'attractivité de manière générale. Je crois que nous sommes en difficulté aujourd'hui, globalement, et pas simplement à l'éducation nationale, parce que c'est vrai qu'on focalise sur l'éducation nationale, parce que c'est quand même très important, mais tous les secteurs s'interroge sur le manque d'attractivité. Moi, ce qui m'interroge, c'est que le côté fonctionnariat qui fonctionnait comme un levier d'attractivité ne fonctionne plus. Vous dites à un jeune aujourd'hui, tiens, tu vas être recruté à vie, statut fonctionnaire, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas nombreux à vouloir s'engager dans ce sens. Ça veut dire qu'il faut que ça nous interpelle, nous, pour savoir qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes dans une carrière qui est de plus en plus longue. Des jeunes ne se voient pas forcément devant élèves toute une vie. Quelle attractivité si on maintient exactement les mêmes perspectives qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir introduire plus de fluidité. De quelle manière? Je n'en sais strictement rien, mais que ça ne nous empêche pas aujourd'hui de mener une réflexion globalement sur la mission de nos personnels de manière générale et de leur donner des opportunités de pouvoir rebondir sur des missions toujours dans le cadre de services publics. Je ne suis pas en train de remettre en cause le service public, mais en tout cas
leur donner plus de possibilités de changer de vie professionnelle. Alors c'est un défi, vous dites, monsieur le recteur, de génération, hein, de recrutement, mais la fonction publique en général, enfin tout un tas de secteurs de métiers qui ont des problèmes de recrutement, mais dans l'éducation nationale, c'est quand même extrêmement criant et préoccupant, et l'intérêt général là-dessus. Est-ce que les nouvelles générations, c'est une question qui nous est arrivée tout à l'heure via les mails, est-ce que les nouvelles générations ont ce même lien, vous parlez d'intérêt, enfin conditions de travail, salaire, l'attractivité des métiers, mais est-ce que les notions, on va dire, d'intérêt général intéressent les jeunes générations? Regardez par exemple l'exemple d'une vidéo qui était virale de ces étudiants d'AgroParisTech qui, le jour de leur remise de diplôme, en présence de leurs parents, en présence de leurs professeurs, ont appelé leurs camarades à déserter. Quel est le sujet? On peut toujours dire, ben voilà, enfin, c'est une lame de fond. Il faut la prendre en considération. Ça veut dire que nos jeunes, ce que je disais tout à l'heure, ils ont des valeurs à défendre, ils ont une conception de la société. Et moi, je leur dis, ben, chiche, venez à l'éducation nationale. Si vous voulez transformer la société, c'est par l'éducation. Alors, engagez-vous à l'éducation nationale pour changer la société, celle que vous voulez. Et c'est là le sens également de l'engagement de nos jeunes. Alors, Claude Beaufils voulait Oui, rebondir aussi sur... Je voulais absolument appuyer les propos qui viennent d'être prononcés, effectivement, et il faut absolument que si on veut analyser correctement cette problématique, elle n'est pas que par rapport au statut des fonctionnaires, on est bien d'accord. C'est une problématique sociétale aujourd'hui. Les générations qui arrivent aujourd'hui ont une approche du travail complètement différente de celle que nos générations ont pu connaître. Je suis, comme je l'ai dit, retraité, mais je suis aussi un papa. J'étais un vieux papa. Donc j'éduque une adolescente qui a 15 ans aujourd'hui, scolairement brillante, mais les rapports qui a été élevé dans des valeurs que vous pouvez deviner à travers mes propos, mais qui a une approche du monde professionnel totalement différente de ce que je peux lui raconter. Elle me dit fréquemment, j'ai des propos de boomer. C'est excellent. Je veux dire que si demain on veut traiter la problématique, elle n'est pas que le problème du fonctionnariat, le problème du statut, etc. C'est vraiment l'approche du travail aujourd'hui, le rythme du travail. J'écoutais en venant une émission sur Inter où les gens demandent de plus en plus de travailler plus sur la journée, mais moins dans la semaine. Tout ça, c'est plutôt que de dire, bon, ils nous racontent des trucs, c'est aussi à prendre en compte. Et tant qu'on n'aura pas effectivement posé la problématique globale telle qu'on l'imagine, au niveau de la société, on passe à côté, effectivement. Oui, pour justement attirer des talents dans la fonction publique, parce qu'on en a besoin. Il faut s'adapter. Donc, ce que vous dites, attirer des talents dans la fonction publique, bien sûr, mais je dirais ailleurs aussi. Il y a une approche du travail, y compris en entreprise, qui est totalement décalée par rapport à ce qu'on a pu connaître. On revient sur la fonction publique. Vous voulez rajouter quelque chose, Pierre ? Juste un point sur le hockey boomer qu'on peut entendre, mais c'est vraiment... la lame de fond, moi je suis totalement d'accord, il y a quelque chose qui change dans les nouvelles générations qui sont présentes. Moi je pense qu'il faut rappeler, là je vais avoir un propos un peu politique, mais je pense que cette lame de fond et ces changements, notamment sur le rythme du travail, sur un certain nombre de choses, me semblent tout à fait envisageables pour modifier un certain nombre de fonctionnements de la fonction publique. En revanche, je rappellerai quelque chose, je vais faire un peu mon vieux con, sans doute en le disant, excusez-moi, mais moi je pense que le cadre universaliste républicain doit être à chaque fois rappelé, parce qu'aujourd'hui il est mis en danger, et j'ai peut-être des propos de boomer en le disant, mais je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, et ce n'est pas simplement un rappel de Père Fouettard, mais il faut dire à quel point c'est décisif et c'est important que ce cadre-là, il persiste, parce qu'il est remis en danger avec les nouvelles demandes également. Donc je pense qu'on peut arriver à trouver un bon lien entre les deux. Oui, c'est simplement pour abonder aussi dans le sens, n'oublions jamais que lorsque le statut de la fonction publique a été créé dans les années après-guerre, en 1947, le statut était destiné à protéger et à mettre en évidence cette universalité. Vous vouliez réagir aussi, Brigitte, sur toutes ces notions, puis les nouvelles générations, le défi et les combats pour préserver le bien commun, en fait. Alors, nous, ce que nous observons dans un très grand nombre de communes rurales, c'est une espèce de désaffection du service public d'éducation, dès l'instant où les familles considèrent que les contraintes sont trop importantes ou que le discours tenu
par l'enseignant ne convient pas ou que les horaires ne vont pas dans le sens de la famille, etc. Or, comme ce sont quand même pour la plupart des RPI, des regroupements, etc., donc forcément, il y a des contraintes de déplacement, etc. Et deux mouvements. D'abord, des changements d'école. On met l'enfant, puis hop, on le met dans une autre école parce que ça ne convient pas. Ou alors, on revient à une éducation à domicile qui va aussi dans le sens de rejeter les vaccins, etc. Donc, il y a dans les campagnes aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de dire que parfois, quand on intervient sur des sessions sur l'éducation, les enfants des campagnes aujourd'hui ne sont plus l'enfant du Grand Mall et de Huckleberry Finn qui jouait sur les rives du Mississippi. Ils sont devant les écrans dans les familles comme des enfants urbains, mais on constate quand même une désaffection très nette d'un service public dont on se demande s'il peine à convaincre, ce qui n'est pas sa mission, quand même, il n'est pas là non plus pour attirer du public, c'est un service public. D'où la nécessité, effectivement, de rappeler les fondamentaux. Et peut-être à la longue, à un moment donné, les familles reviennent quand même. Souvent, on constate au niveau du collège, on revient dans le On vient circuit. picorer et on fait son choix, constaté. monsieur le recteur. Ce que vous dites est fondamental parce que c'est la réalité et avec l'instruction en famille, on l'a vu. Par exemple, une bonne partie, je ne dis pas tous, mais une bonne partie des demandes portaient sur des enfants de 3 ans. Mais c'est une manière d'éviter la scolarisation, l'obligation de scolarisation des enfants de 3 ans. Et vous avez raison, on les voit revenir plus tard parce que là, ça devient plus compliqué. Il faut assurer un certain niveau de formation et nos professeurs sont bien formés pour pouvoir assurer ce niveau de formation. Et effectivement, on voit de plus en plus une approche de consommation de l'éducation. Ça me convient, ça ne me convient pas, je vais voir ailleurs. Et c'est pour ça que le choix, il faut le rappeler effectivement, de faire société, c'est pas juste un discours, il faut le réaliser par les faits. Des enfants qui ne se côtoient jamais pendant leur scolarité, des enfants il n'y a plus de service militaire, même si de l'autre côté on essaie de mettre le SNU pour mettre du brassage. Comment on peut demain vivre ensemble? Enfin, pour nos jeunes, c'est un enjeu énorme. Oui, avec la référence de l'enseignant qui quand même représente la fonction, enfin en tous les cas l'éducation nationale, qui n'interpelle plus, en tous les cas qui n'a plus le même poids qu'il n'avait à une certaine époque. Claude Ophuls parlait de nouvelle génération, mais c'était quand même, ça interroge. Ça le reste quand même dans l'extrême majorité, ça le reste cette référence parce qu'on a quand même des professeurs. Vous êtes optimiste là-dessus? Il y a des zones effectivement d'éducation prioritaire où il faut encore donner du sens, oui, absolument, de la valeur. Il y a aussi même des zones rurales aussi où il y a des problématiques plus d'ambition. Mais quand même, nos professeurs continuent à être vraiment des guides. Et pour l'orientation, par exemple, qui est un processus continu, ce sont toujours des professeurs qui arrivent à aider les élèves à construire leur projet d'orientation. Et d'ailleurs, le test qu'on peut effectuer à chaque fois, pour chaque élève qui t'a marqué dans ta scolarité, il y a toujours un professeur quelque part qui a influencé notre orientation. Ça reste quand même. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, Émilien? Oui, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y aurait un mouvement global d'un rapport différent au travail, d'une quête de sens, etc. Ce qui devrait quand même nous interroger, c'est le fait que s'il y a un endroit où il y a du sens pour une vie professionnelle, c'est le service public, et que s'il n'attire plus, c'est pas uniquement alors déjà, il n'attire plus dans certains secteurs, d'autres secteurs n'ont aucun problème d'attractivité, et je pense qu'il faut quand même le rappeler, parce que la tendance qu'on a parfois à globaliser peut donner une image un peu trop importante. Mais ce manque d'attractivité ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que si les gens ne vont plus dans certains secteurs, c'est que ces secteurs ont été dénigrés et qu'ils ont été dénigrés pendant des années. C'est-à-dire que être enseignant dans le primaire ou le secondaire aujourd'hui ne fait peut-être plus rêver une partie de nos concitoyens, tout simplement parce que cela fait des décennies que l'on explique que les profs ne feront pas assez, qu'ils devraient faire plus, etc. On a presque le sentiment qu'ils travaillent à temps partiel, puisque s'ils veulent être mieux payés, il faudrait qu'ils
qui prennent d'autres missions. Et pour revenir sur une remarque que vous avez faite sur les changements d'école, comme vous évoquiez, il y a un rapport au service public aujourd'hui qui est quasiment un rapport de clientèle. Et en fait, ce rapport de clientèle, on pourrait le reprocher à la population. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la population se comporte comme on l'a guidée à se comporter à partir du jour où on a cessé de parler d'usagers, mais de clients pour certains secteurs. Le domaine de l'hôpital public, c'est frappant. C'est-à-dire qu'à partir entre 81 et 85, on commence à dire que les patients devraient être pensés comme des clients. Si les gens se comportent comme des clients ensuite, c'est qu'on les a menés à cela. Et il y a, en fait, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, je donnerais peut-être l'impression de faire des grands discours, des grands mots, mais ce qui nous manque, c'est une vision des services publics. On n'a plus de vision portée au niveau national pour les services publics. Donc, au niveau du terrain, tous les acteurs politiques font ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai eu de la chance, depuis à peu près 6 mois, de discuter avec beaucoup de gens dans des centres de gestion, et on voit bien que les gens sont au charbon tous les jours, etc., et qu'eux, ils ont une vision du service public. Mais au niveau national, est-ce que vous vous souvenez d'une campagne présidentielle ou d'une campagne législative où un grand discours sur ce que devrait être l'État, ce que devraient être les collectivités ou ce que devrait être le service public a émergé? On n'entend plus du tout parler de ça. Et ça date depuis à peu près les années 1980-90. Et c'est peut-être ça ce qui manque vraiment aujourd'hui et qui explique une partie de la situation. Dire qu'on peut aussi aimer notre fonction publique, c'est un peu ça que vous voulez? Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire, j'aime l'État ou la fonction publique, c'est joli, c'est bien de le dire, mais de dire à quoi je veux que la fonction publique serve. L'idée, par exemple, de dire la fonction publique comme ciment des valeurs de la République, voilà, on a une vision de ce que devrait être la fonction publique. Pour conclure, parce que le temps passe et vous vouliez rajouter un mot. Très court, mais j'abonde totalement dans ce sens. Je suis totalement d'accord avec cette vision et j'ajouterai un point avec une américanisation galopante. J'ai évoqué tout à l'heure, notamment de l'idée même de la fonction publique qui me semble antinomique avec les services publics à la française, et notamment avec cet ultra-individualisme qui est très très important chez les jeunes. C'est-à-dire qu'on a parlé du tempérament libéral français qui est totalement différent du tempérament libéral d'un certain nombre de sociétés anglo-saxonnes. Les jeunes aujourd'hui sont assez bercés par un tempérament libéral qui n'est pas celui qui est celui historiquement français dans les services publics. Et cet ultra-individualisme, il participe, à mon avis, à détruire et à amener cette dérive d'être un client consommateur d'un service public plus qu'un usager du service public. Et ça me semble vraiment être un phénomène qu'il faut prendre en considération. Je n'ai pas la solution, hein, mais c'est pour abonder dans ce sens-là. Ça me semble vraiment important. Le mot de la fin avec vous, monsieur le recteur, ça veut dire que demain, vous êtes optimiste? Parce que les jeunes générations sont engagées quand même, malgré tout ça? Oui, je le suis profondément, sinon je changerais de métier, parce qu'être à l'Éducation nationale à la tête d'une académie avec 650 000 élèves, je vais sur le terrain souvent. Et sincèrement, je vois des beaux projets qui sont menés par des élèves avec leurs professeurs. Il y a vraiment une appétence à être acteur du changement, et à tous les âges. Même dès l'école primaire, on voit des projets émerger, et dans le cadre du CNR, le Conseil national de la refondation, on voit des projets émerger sur le territoire, et ça rend optimiste. Alors bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'il faut affronter ces difficultés, et nous sommes armés pour pouvoir les mener. L'exemple du lycée Bourdelle qui a fait l'actualité récemment avec le port des abayas, on avait 20 jeunes filles qui portaient l'abaya avec exigence, mais de l'autre côté, ouverture, le dialogue avec les familles, avec les élèves, on a réussi à régler, à maîtriser le problème. Donc, on peut répondre à des idéologies par simplement la loi et imposer, mais on peut également accompagner cette exigence par la loi, un dialogue avec les familles, on arrive à faire avancer les choses. Enfin, je l'espère. Allez, je vais me tourner pour conclure vers la présidente. Venez nous rejoindre, Sabine Jalgomez, sur ce plateau. Pour conclure, on avait démarré cette table ronde en se posant, enfin en tous les cas, vous posiez la question du ciment de la République, le point d'interrogation. Vous dites, j'espère qu'on va l'enlever. Oui. Et alors ? On l'a enlevé. C'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est quand même un colosse au pied d'argile qu'il faut préserver, visiblement. Oui, et je retiens, André, l'image qui a été dite, je ne sais pas par qui, ou par tous peut-être, c'est
le ciment le service public, c'est le ciment de la République. Et ce ciment, attention, il ne faut pas qu'il soit friable. Je crois que c'est toi qui l'as dit. Voilà, il faut faire attention, il faut défendre, comme on l'a tous fait aujourd'hui, ce service public. Et je retiendrai aussi cette notion de le service public, ça ne peut pas être une ligne budgétaire. Derrière, il faut vraiment un projet politique. Alors c'est vrai que vous avez raison, nous sur le terrain, les élus locaux, les centres de gestion, les agents, les professeurs, on le défend bec et ongle. Je le vois moi dans ma commune aussi, puisque je suis élu. Voilà, on est tous à défendre ce service public et ses valeurs de la République. Mais il faut vraiment que au niveau national, il y ait une ligne de conduite plus claire sur le service public. Et c'est vrai que souvent, on l'a opposé, le service public et le service public. Vous disiez, pourquoi dans une campagne électorale, on ne parle pas de service public? Mais parce que souvent, ça a été en opposition avec le service privé. On passe souvent pour des feignants dans la fonction publique, hein, des protégés, des feignants, etc. Bon, je crois que cette image-là, il faut que... Depuis le Covid, je pense que beaucoup ont revu leur C'est position. ce que je disais en Voilà. préambule. Je crois que là, on a vu l'utilité du service public à ce moment-là. C'est dommage quand même de vivre ces périodes-là C'est pour dommage. se rendre compte de l'utilité du service public. Bon, Madame la Présidente, merci beaucoup. On va refermer cette table ronde. Merci je à voudrais tous les remercier six. aussi, Ouais. Oui, à je votre... m'excuse, Allez-y, tous les allez-y. intervenants, parce que vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter et à vous voir débattre. Et vraiment, je suis ravie d'avoir organisé cette table ronde avec la Dépêche. L'an dernier, donc, on avait choisi le thème de quelle fonction publique pour 2030. Je crois que c'était ça, pour 2030. Là, aujourd'hui, c'est le service public ciment de la République. J'espère que l'année prochaine, on pourra continuer à mettre en place ces débats parce que ça fait du bien de prendre de la hauteur. Ça fait du bien. Merci à tous les six, Émilien Ruiz, Brigitte Ségard, Sophie Tri, Claude Beaufils, Pierre Juston et Mostafa Fourard. Je vais vous inviter maintenant, en refermant ce plateau et cette table ronde, à aller signer la fresque de la fonction publique. Et juste là, voilà, on attend vos signatures avec sans doute une petite dédicace en souvenir de cette soirée. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.